Donc, l'intervention suivante va être donnée par Philippe Sansonetti de l'Institut Pasteur, comme je vous l'ai dit. Merci Philippe. Au revoir. Non, c'est pas ça. Il y a mon nom dessus. Voilà, c'est ça. Et on peut passer les diapos. Okay. Bon, merci beaucoup pour l'invitation. J'avais dit que je ne ferais pas de diapos, et puis j'ai préféré en faire au dernier moment pour avoir un support visuel. Elles ne sont pas de la plus grande qualité, je vous demande de m'en excuser. Je vais essayer de faire quelque chose qui finalement est très complémentaire de ce que vient de dire Arnaud Fontanet. En fait, c'est de parler du virus, de parler des circonstances de l'émergence, et puis d'essayer de décanter un petit peu, si on peut dire, certaines priorités de la recherche. Et je pense que l'Académie des sciences est sans doute intéressée dans cet aspect-là des choses. Tout d'abord, un peu de nomenclature. Covid-19, parce qu'il y a beaucoup de confusion, en particulier dans les médias. Covid-19, c'est la maladie, hein, Coronavirus Disease. 19, et le nom véritablement labellisé par l'OMS, c'est SARS coronavirus 2, et vous verrez pourquoi c'est appelé comme ça. Donc les coronavirus, c'est une grande famille de virus à ARN simple brun positif, c'est-à-dire qu'en fait, ils codent directement leurs protéines à partir de ce brin positif, et c'est un grand génome, comme on l'a dit, c'est un des plus grands génomes viraux de l'ordre de 30 kilobases. Alors c'est un grand groupe, c'est pas nouveau les coronavirus. Il y a les grandes familles, les alphas, les bêtas qui touchent les mammifères, dont l'homme. Les alphas, c'est plutôt des pathologies respiratoires et intestinales, en particulier chez l'enfant, le plus souvent tout à fait bénignes, mais on vit au fond dans un monde de ces coronavirus. Avec l'adaptation très ancienne, on n'est pas du tout là dans des problématiques de saut d'espèces. Et puis il y a les bêta qui causent des pathologies extrêmement sévères et auxquelles appartiennent le SRAS, bien entendu, coronavirus 1, le MERS, Middle East coronavirus, il y a en 2012, vous avez la date ici, et puis ce nouveau SARS coronavirus 2. Ce sont des zoonoses. Et donc, ce sont des sauts d'espèces, et on en est finalement à notre troisième saut d'espèces sérieux de ces coronavirus bêta dans l'espèce humaine. Et puis, il y a la gamma et les delta, on ne s'en préoccupe pas puisque ça concerne les poissons et les oiseaux. Ce qu'on peut dire aussi de façon positive, parce qu'il y a des aspects positifs, c'est l'extraordinaire rapidité à laquelle le diagnostic de cette nouvelle infection, de cette émergence virale, a été effectué, puisqu'avec le séquençage profond, avec tout ce qui sont les séquençages de nouvelle génération et la bioinformatique, le diagnostic partant de zéro de ce virus présent chez l'homme infecté et de sa nature, par bien entendu l'approche moléculaire, a été fait en quelques jours, et on a pu, dans les jours qui ont suivi, partout dans le monde, mettre en place une QRT-PCR qui a permis de faire le diagnostic sur les échantillons des patients. Si vous regardez ça à l'aune de diagnostic et de l'identification du virus VIH en 1983, où il a fallu cultiver ce virus des mois et des mois, on s'aperçoit quand même de l'accélération scientifique dans ce domaine et de l'apport des nouvelles technologies du séquençage dans la prise en charge et le contrôle, si possible, des maladies infectieuses. Alors, ce que vous voyez sur cette diapositive dans la partie haute, c'est qu'en fait, ces virus, le coronavirus, le SARS coronavirus 1, le MERS coronavirus, le SARS coronavirus 2 dont on parle maintenant, et puis les virus de chauve-souris, les coronavirus bêta de chauve-souris, se retrouvent dans un groupe assez homogène avec beaucoup d'homologie, puisque, par exemple, avec les coronas de chauve-souris, on a quelque chose comme 93% d'homologie avec le SARS coronavirus 2. Donc on est dans des groupes et des lignages de virus extrêmement proches les uns des autres, et on commence tout de suite à percevoir cette notion de possibilité de passage d'une espèce à une autre. Alors,
Ce virus, je pense que Félix vous en reparlera, bien entendu. Il y a deux parties, vous le voyez d'ailleurs sur la diapositive précédente. Il y a un grand transcrit unique qui code pour 16 protéines. Il va y avoir ensuite l'activité d'une protéase. Tout ça, ce sont les protéines non structurales qui sont impliquées dans la replication du virus. Et puis, il y a 4 transcrits indépendants. Pour la protéine S, la protéine spike, c'est celle qui sort de la surface du virus, qui lui donne un peu cet aspect de couronne, en fait, avec l'autre protéine qui est la protéine de membrane qui lui donne cet aspect, au fond, cette courbure particulière, donc une couronne puisqu'il est rond avec ces spicules qui en sortent. Et puis il y a la ribonucléoprotéine et la protéine E qui est la protéine d'enveloppe qui est importante pour l'assemblage et la libération du virus. Alors la protéine S, la protéine spike, elle est essentielle parce que c'est celle qui va se fixer, en fait, s'associer au récepteur du virus. Et ça, c'est le cas pour les 3 virus dont on vient de parler parmi ces bêta-coronavirus. Covid-19, c'est un cas d'école d'émergence infectieuse due à un saut d'espèce. C'est une zoonose et je vous rappelle que 63% dans l'étude qui avait été publiée en 2008, des nouvelles maladies infectieuses émergentes sont des zoonoses et sont pour l'essentiel dues à des sauts d'espèces. Donc, le succès du saut d'espèce dépend en fait de l'adaptation du virus transmis à l'espèce humaine, bien entendu. Si l'adaptation est mauvaise et que le taux de mutation adaptative est faible, on va, au fond, avoir des événements qu'on appelle de spillover, mais pas de multiplication, ou en tout cas pas de développement de la maladie chez l'homme de façon spectaculaire, et bien entendu pas de transmission. Néanmoins, dans ces conditions-là, on a quand même possiblement 2 cas de figure. Soit celle que je viens de montrer ou de mentionner, c'est-à-dire au fond un événement abortif qui n'apporte rien de particulier sur le plan symptomatique et surtout pas de transmissibilité. Mais on a des exceptions à cette règle, en particulier la grippe H5N1, la grippe aviaire, qui va, lors de la contamination directe de l'homme par l'oiseau infecté, donner lieu souvent à une pathologie dramatique, puisqu'on a eu très peu de cas de grippe H5N1, pas plus d'1 millier, mais 60% de mortalité. Donc une expression d'un saut d'espèce abortif, mais au prix d'une réponse de l'organisme extrêmement violente, d'un décès de l'individu et, bien entendu, par définition, à ce moment-là, peu de chances de transmission vu la voie de transmission de ces micro-organismes. Par contre, si on a une relativement bonne adaptation humaine, le développement va se faire de ces virus qui viennent de l'animal, dont l'espèce à partir de laquelle ils ont sauté à l'homme, d'autant plus que au-delà de cette adaptation dans le réservoir, il y a aussi éventuellement des mutations adaptatives précoces qui sont favorisées par le fait que, en particulier chez le coronavirus, l'ARN polymérase n'est pas fidèle et donc fait beaucoup d'erreurs et donne au fond une capacité au virus d'évoluer très très rapidement et de s'adapter à un certain nombre de situations. Donc au fond, on se trouve dans cette situation-là où le SARS coronavirus 2, il a fait le saut d'espèce, il est maintenant établi chez l'homme, bien entendu. Il a une pathogénicité qui va varier dans ces situations de saut d'espèce avec replication et transmissibilité possible, de forme très grave. C'est ce qu'on a vu, on l'a entendu avec le SARS et avec le MERS coronavirus. Le SARS, 10% de mortalité, le MERS coronavirus, 37% de mortalité. Donc la gravité peut rester malgré l'adaptation de ce virus à l'autre. Et puis, pour des raisons qu'on ne comprend pas très bien, bien entendu, d'autres virus vont, comme le SARS coronavirus 2, être moins pathogènes. On a parlé des 2% de taux de mortalité pour simplifier la situation, mais par contre beaucoup plus transmissible. Et il y a un secret, là, c'est ce que Charles Nicholl appelait le génie évolutif des maladies infectieuses, d'essayer de comprendre cet équilibre, cette balance entre pathogénicité et transmissibilité. Et là, il y a un secret intéressant à voir sur le saut d'espèce. Alors, quand on a ce saut d'espèce efficace, on a bien entendu la démultiplication à tous les niveaux de la planète par l'augmentation, bien entendu, stable des transports aériens. En particulier, en 2018, l'IATA parlait de 4 milliards de passages aériens, ce qui est bien entendu tout à fait considérable et montre à quel point ces maladies sont des maladies, en fait, de la mondialisation.
Alors, c'est aussi typique donc de maladies virales émergentes parce qu'il y a un réservoir naturel qui est, à n'en pas douter, la chauve-souris. Encore une fois, le SARS coronavirus 2 est très proche, 96% d'homologie. Mais on a aussi, le plus souvent, un réservoir intermédiaire, un animal qui est plus proche de l'homme et auprès duquel l'homme, d'une manière ou d'une autre, va se contaminer. Dans le cas du SARS coronavirus 2, on pense, vu l'endroit où la maladie a commencé, les cas index dans ce marché de Wuhan, qui était un marché aux poissons, mais on a dit que ces coronavirus de poissons ne nous intéressaient pas. On vendait aussi sous l'étal, si l'on peut dire, des animaux sauvages, en particulier des pangolins. Et il semble de plus en plus que le virus du pangolin, et mes collègues de l'Institut Pasteur de Shanghai travaillent pas mal là-dessus à l'heure actuelle, soit vraiment très très proche. Et ce serait une indication que cette fois-ci, ce serait peut-être cet animal intermédiaire qui a transmis la maladie. Je vous rappelle que pour le SARS, c'était la civette palmée, et que pour le MERS, ce sont les camélidés, ce sont les chameaux dans la péninsule arabique qui étaient au fond, réservoirs de proximité, sachant que dans tous les cas de figure, c'est très probablement la chauve-souris qui est le réservoir initial. Alors ça, c'est pas propre à ces pathologies de coronavirus. Dans Ebola, on sait que c'est les grands singes. Dans Nipah, c'était les élevages de porcs. Mais dans tous les cas, c'était la chauve-souris. Donc, comme vous le voyez, le rôle de l'homme dans ces émergences est essentiel. Il y a toute une sociologie, une écologie, une climatologie de l'émergence. On en a parlé rapidement aussi avec Arnaud, qui devient extrêmement importante à prendre en considération. Alors, le récepteur du SARS, le récepteur sur lequel se fixe cette spike protéine, que ce soit pour le SARS coronavirus 1 et fort probablement pour le SARS coronavirus 2, d'après les papiers qui sont tout juste en train de sortir, c'est très intéressant, c'est l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2, ACE2. Ça n'a pas été fait au hasard probablement, mais c'est quand même bizarre qu'un virus choisisse ce type de récepteur pour se fixer sur les cellules, et ce récepteur permet son internalisation dans les cellules. Il y a sans doute des récepteurs alternatifs, mais pour l'instant, ils ne sont pas du tout connus. Alors le MERS coronavirus, c'était plutôt la dipeptidide peptidase CD26, mais on est dans des situations qui sont peut-être relativement proches. Alors, l'interaction avec la spike protéine, elle est importante parce qu'au fond, elle va se fixer sur cette ACE2. Et ce dont on s'aperçoit, parce que maintenant tout le catalogage de ACE2 dans les différentes espèces est fait, et que les diverses molécules d'ACE2 ont beaucoup d'homologie, et ça pourrait expliquer cette espèce de promiscuité et de capacité de passage plus facile des coronavirus des animaux porteurs à l'homme. Et ça, c'est très inquiétant parce que coronavirus devient probablement ou vient en tête de liste des prochaines émergences. On pense déjà aux émergences à venir, et ça a bien entendu une conséquence sur le domaine de la santé publique et des mesures à prendre. Alors, dans la pathogénicité, au fond, un élément qui est essentiel, c'est la réponse immunitaire, et on va y revenir. On a parlé de la transmission, donc je ne rentre pas dans les détails. Le virus est retrouvé dans les selles et dans les urines. On ne sait pas très bien à l'heure actuelle si c'est un mode de contamination complémentaire. Les travaux sont en cours. Les formes graves, on l'a dit, surtout les sujets âgés avec des maladies chroniques sous-jacentes. Il y a un aspect systémique. On commence à voir toutes les études cliniques maintenant qui sortent, qui montrent qu'il y a chez les formes graves un syndrome inflammatoire important. Je vous ai détaillé les éléments biologiques de diagnostic avec cette notion qu'a mentionnée Arnaud de rage cytokinique. Et puis, bien entendu, localement, il y a ce problème dramatique qui, en fait, peut-être on utilise le terme de façon un petit peu trop large, mais le syndrome de détresse respiratoire aiguë qui, une fois en place, a une mortalité de l'ordre de 50% malgré tous les efforts. Et en fait, ce syndrome de défaillance respiratoire aiguë, c'est une vraie destruction massive de ce qu'on appelle la barrière alvéolo-capillaire, c'est-à-dire cette barrière entre les vaisseaux capillaires du poumon
et l'alvéole pulmonaire. Si elle est détruite, bien entendu, l'absorption d'oxygène ne se fait plus et on est dans une situation d'insuffisance respiratoire aiguë avec cet aspect sur la radio que vous voyez en haut d'images opalescentes qui correspondent en fait à un œdème pulmonaire global et la destruction massive des alvéoles par la réaction inflammatoire que vous voyez au-dessous. Alors, cette réponse innée semble être un élément moteur de ce syndrome de défaillance respiratoire aiguë. Et au fond, il faut quand même commencer à essayer de comprendre ce qui se passe. Il y a d'abord et avant tout probablement un rôle du virus qui, via son récepteur, va se fixer sur un certain nombre de cellules, les pneumocytes de type 2, l'endothélium vasculaire, cible au fond cette barrière alvéolo-capillaire. Donc on a un effet probablement direct du virus. Il y a aussi un autre effet qu'il va falloir discuter et réfléchir dans l'accentuation du problème pathologique, c'est le rôle que peut jouer éventuellement l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2 dans cette physiopathologie. Et je pense qu'il y a là, et peut-être on en rediscutera, des éléments vraiment importants à prendre en considération. Ce qui est important, c'est que le virus a la capacité de faire diminuer la production d'interféron gamma de type 1, qui est la molécule primordiale dans la lutte contre l'infection virale. Ceci associé à cette destruction des cellules directement par le virus et par la réaction inflammatoire liée à la présence du virus va installer cette pathologie dont je vous ai parlé et qui en fait est la pathologie qui tue. Je ne vous parlerai pas de la réponse adaptative, ça nous mènerait sans doute trop loin. Je voudrais juste terminer sur la problématique et les priorités. En fait, si on regarde les priorités, en matière de thérapeutique, on a des formes bénignes, on oublie, on a des formes graves, on n'oublie pas, parce que c'est ça, bien entendu, qui va tuer les patients. Alors, on va vers des traitements spécifiques. Jusqu'à présent, on a été purement symptomatique avec les patients. Il y a la sérothérapie. Ça n'a pas très bien marché avec le SRAS. Il y a des nouveaux systèmes maintenant pour faire des anticorps monoclonaux qui sont neutralisants. On ne les a pas encore testés véritablement en clinique, donc on ne peut pas savoir si ça va marcher. Et puis il y a les médicaments, il y a les molécules. Il nous faut des antiviraux. Pour l'instant, toutes les approches qui consistent à faire du repurposing, comme on dit en anglais, du repositionnement des molécules, ne sont pas très encourageantes. L'association interféron-ribavirine n'a pas donné de très très bons résultats. Il y a toute la batterie des molécules anti-VIH, les inhibiteurs de protéase en particulier, les inhibiteurs de polymérase, qui sont en train d'être utilisés, mais on n'a pas encore de résultats. Il y a la chloroquine, bien entendu, qui est en train peut-être de montrer le bout de son nez, si on peut dire. Et puis, je voudrais insister sur le fait qu'on a parlé de ACE2, on a parlé de système rénine-angiotensine, de déséquilibre de ce système par le capping de ce récepteur par les virus. Et peut-être qu'il y a là aussi quelque chose à faire, car on sait que ce déséquilibre de la balance, même hors de l'infection coronavirus, est très important dans, au fond, le déséquilibre de l'homéostasie de la barrière alvéolo-capillaire. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'il faut véritablement pousser en matière de recherche fondamentale et en matière de recherche translationnelle et pharmaceutique. Il faut un vaccin. Il nous faut un vaccin, je dirais presque émotionnellement, il y en a assez de ces maladies émergentes pour lesquelles tout le monde se mobilise, tout le monde s'inquiète. On l'a vu avec Ebola, on l'a vu déjà 2 fois avec le SRAS et le MERS, et on n'a toujours pas de vaccin parce que la maladie est contrôlée avec le temps, avec des efforts absolument invraisemblables, et on oublie le vaccin. Il faut un vaccin parce que, vu le profil évolutif de ce virus, quoi qu'on en dise, en particulier dans certaines régions où on ne pourra pas appliquer ces mesures de prévention par le confinement et autres, on va créer un réservoir chronique de ce vaccin probablement. Et si on veut éradiquer, il faut absolument avoir un vaccin. On ne l'aura pas avant un an et demi. Ces vaccins à mettre au point dans les maladies émergentes, d'ailleurs, changent totalement le paradigme de production de vaccins à l'heure actuelle pour essayer d'accélérer le phénomène. Un vaccin classique, c'est entre 8 et 12 ans. Il est évident que ça n'est pas le temps de l'urgence d'une maladie émergente. Donc beaucoup de paradigmes sont en train de sortir, en particulier dans la modalité des essais cliniques, qui permettent éventuellement d'accélérer. Mais encore une fois, on n'y est pas encore. Priorité, antiviraux, prévention de la destruction de la barrière alvéolo-capillaire et vaccin. Merci.
Bon, merci beaucoup Philippe. On va prendre quelques questions avant de passer à Félix quand même. Le spécialiste du système rénine à ma droite voudrait poser une question. Non, voilà. Je suis désolé d'avoir travaillé uniquement sur S1 et non pas sur S2. Quelle erreur! Exactement, mais je voudrais quand même savoir si tu penses réellement que S2 est le récepteur ou c'est un co-récepteur. Parce qu'on a déjà incriminé S2 pour avoir suivi la littérature sur ce homologue lointain au passage de S1. Donc, est-ce que c'est vraiment le récepteur ou est-ce que c'est un des co-récepteurs d'entrée de virus? Bon, il y a peut-être des récepteurs annexes. On sait très bien que de toute façon, dans l'entrée des virus dans les cellules, c'est une succession de récepteurs à différents niveaux. Mais le récepteur qui est vraiment apparaît, et ça a été montré avec le SRAS, ça date pas des 3 derniers mois, c'était vraiment... et avec des editing de génome et des knockouts et ainsi de suite, c'est quand même S2 qui est le récepteur et qui non seulement est le récepteur, mais qui en plus a l'air d'être l'élément essentiel pour médier l'internalisation du... Et donc c'est important, je crois, parce qu'au fond, je discutais avec des cardiologues, S2 est très présent dans l'endothélium pulmonaire, c'est une des zones importantes de dégradation de l'angiotensine, en fait, finale, et je pense qu'il y a quelque chose là, qu'il faut absolument qu'on explore de façon étroite. Je sais que Penninger est en train de travailler là-dessus, mais il y a sûrement place pour de la pharmacologie à terme, et qui pourrait servir d'ailleurs au-delà du coronavirus dans les SDRA en général. Mais les deux récepteurs sont vraiment différents, vraiment très différents. Il y a 80% d'homologie. Ouais. Ah ouais, c'est ça. 70 à 80% d'homologie entre les deux. Ouais. Mais les fonctions sont quand même radicalement les fonctions différentes. sont radicalement différentes. Il y en a un qui d'ailleurs compense les fonctions de l'autre. En fait, S2, c'est un vasodilatateur. Non, bon. Je ne discuterai pas. Ok, je prends 2 questions. Jean Wessenbach. Est-ce qu'il y a du polymorphisme sur ACE2? Oui, mais c'est ça. Il y a sûrement la base, je ne sais pas. Ce qui a été montré, c'est globalement qu'il y a une très grande homologie, proximité d'espèce à espèce. Maintenant, qu'il y ait du polymorphisme chez l'homme, franchement, je ne sais pas. Mais ce serait sûrement, je sais que Jean-Laurent Casanova est déjà sur la recherche de génétique, de sensibilité, pardon, et peut-être va tomber sur des polymorphismes sur S2. Ce serait extraordinaire. Ce serait sympa. Ouais. Bernard Roch. On sait déjà depuis longtemps qu'il existe des inhibiteurs de la CE1 et la CE2, puisque effectivement il semble que ce soit le mélange des deux, si je puis dire, ou la permanence des deux qui permet l'interaction avec la membrane et l'entrée du virus. Est-ce que vous avez déjà, est-ce que des études sont déjà faites sur la possibilité de faire des mélanges, par exemple, d'inhibiteurs de la CE1 à CE2? Ouais. Tous les deux sont très connus, bien entendu. Oui, inhibiteurs d'ACE1, d'ACE1, oui, c'est pas vraiment, je pense, a priori pertinent. Au contraire, a priori, je parle sous le contrôle de l'expert, ça risquerait même d'aggraver la situation. Pour ce qui concerne S2, honnêtement, je ne sais pas. Moi, ce que j'ai vu comme inhibiteur, je ne sais pas s'ils sont passés en clinique, les inhibiteurs de S2. C'est plutôt des molécules expérimentales. Oui, il y en a. Il y en a qui sont passés en clinique. Oui, je crois, oui. Oui. Oui, c'est pour ça. Donc, je pense qu'on est au début de quelque chose. D'accord. Mais une question complémentaire. Vous parlez d'antiviraux. Est-ce que tous les antiviraux qui ont été étudiés contre le virus du sida, par exemple, ont un potentiel pour le virus? On pense que les inhibiteurs de protéases, par exemple, pourraient avoir une activité croisée et on pourrait faire du repositionnement. C'est intéressant aussi parce qu'on raisonne toujours comme si on voulait un antibiotique, c'est-à-dire comme si on voulait guérir complètement la maladie. Oui. Et on peut maintenant, sans vaccin en particulier, avec des médicaments qui ne marchent pas très bien éventuellement, réduire suffisamment la charge virale des patients pour limiter la circulation du virus. Donc c'est plus, je dirais, un effet global qu'un effet individuel. Mais je crois qu'il faudra s'y mettre rapidement s'il y a des effets même pas à 100% curatifs.
Parce que quelle est la grande spécificité de l'un par rapport à l'autre pourquoi on ne pourrait pas utiliser les anti-HIV1 contre le... Parce que pas la même protéase. Voilà, il y a des différences d'affinité pour Oui. les molécules. Je pense Mais que la démarche est la même. En fait, les cibles sont... Je pense qu'il y a des gens qui travaillent sur les inhibiteurs de protéase de corona. D'accord. Merci. D'accord. Bon, merci beaucoup, Philippe. On va passer aux structuralistes. Merci beaucoup. C'était super.